Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et suite de votre rendez-vous économique du dimanche, justement après Oser entreprendre, Oser investir, ça concerne votre argent, les conseils bien sûr pour l'utiliser au quotidien, mais également pour investir toujours en votre compagnie, mon cher Thomas Binet. Et ce matin, le programme d'Oser investir. Eh bien, je vais vous expliquer, mon cher Maxime, ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs, combien il faut gagner pour être à l'aise en 2025. Je n'ai pas dit riche, j'ai dit à l'aise. Et si investir beaucoup dans le un peu quand même. Et si investir dans le capital d'une entreprise était un placement judicieux, comment s'y prendre, avec qui l'envisager? Justement, Yann Charer, directeur général d'Airfound, plateforme digitale dédiée à la distribution d'actifs privés, est en notre compagnie pour nous en parler. Et l'immobilier ne serait plus tellement attractif comme placement? On va en parler avec Bernard Cadot, notre expert en immobilier justement. Eco-Réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. C'est clairement quelque chose dont on entend en permanence parler, mon cher Thomas. Cette idée, en effet, que quand on gagne sa vie, c'est-à-dire que quand on travaille, on aimerait justement pouvoir être un tout petit peu à l'aise, s'autoriser quelques plus. Et le mot qu'on emploie souvent pour ça, c'est qu'on utilise le mot de salaire confortable. Mais en 2025, avec tout ce qu'on voit, combien faut-il vraiment gagner pour être, et je le mets entre guillemets, à l'aise en France? Alors, je vais vous y répondre dans un instant, mais il faut être conscient que ça dépend quand même énormément du lieu où on vit et de la situation familiale. Mais selon l'INSEE, malgré tout, le salaire médian net est d'environ 2180 € par mois. La moitié des Français touchent moins que cela d'ailleurs, mais attention, à ce niveau-là, on n'est pas forcément à l'aise. Dans une ville chère, par exemple comme Paris, évidemment, les loyers engloutis une grande partie du budget. Il faut plutôt viser 3000 € net par mois pour une personne seule qui veut vivre confortablement dans la capitale. Donc 3000 €, ce serait quoi? Une sorte de ticket d'entrée pour respirer à Paris et même, j'imagine, ailleurs, d'autres grandes villes? Oui, en province, le coût de la ville est quand même un peu plus bas. Dans une ville moyenne, on peut vivre correctement avec 2500 € net. Mais là encore, tout dépend du logement. Pour une famille avec 2 enfants, les baromètres estiment qu'il faut environ 4500 à 5000 € net pour couvrir les dépenses et avoir une vraie marge. Et au fond, Thomas, être à l'aise, ça reste quand même une question aussi de chiffres. Mais est-ce qu'il y a aussi, on va dire, un périmètre et une question de perception? Un peu comme la météo, le ressenti, la température et le ressenti. C'est très subjectif, Maxime. En fait, 2 personnes avec le même salaire ne se sentiront pas de la même façon selon leur train de vie, leurs charges ou leurs priorités. Mais une chose est claire, avec l'inflation et la hausse du logement, le seuil du confort a grimpé en 2025. Ce qui suffisait hier pour vivre bien ne suffit plus forcément aujourd'hui. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et cette semaine, un invité important, mon cher Thomas. Nous sommes avec Yann Charer, le directeur général et le cofondateur d'Airfound, qui est une plateforme digitale dédiée à la distribution d'actifs privés. Et bonjour monsieur, et c'est vous qui êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Yann Charer. Bonjour Thomas. Yann Charer, aujourd'hui on parle d'un univers un peu mystérieux pour le commun des mortels, le fameux private equity, ou, dit en français, capital investissement. Mais au-delà des termes, on va commencer d'abord par les préciser, si vous êtes d'accord avec moi, pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien ce que c'est que le fameux capital investissement. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation ? Écoutez, en fait, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que le capital investissement ? Il faut revenir juste à la base. En fait, en France, en Europe, partout dans le monde, tous les jours, on a des entreprises qui innovent, qui se développent, qui font de la croissance. Et en fait, ces entreprises, ces chefs d'entreprise et leurs équipes, pour se développer et innover, elles ont besoin de capitaux. Et ces capitaux sont en général apportés par des fonds qu'on appelle justement des fonds de capital investissement. Donc en fait, c'est toute la structure, tous les fonds qui permettent finalement de financer ce qu'on appelle l'économie réelle, donc notamment toutes les sociétés non cotées en bourse. Donc ça peut aller de la start-up à la PME, jusqu'à la grosse ETI. Voilà, donc c'est tout simplement ça le capital investissement, c'est financer les sociétés non cotées dans leur croissance. C'est ça, donc je suis un investisseur lambda, celui qui nous écoute ce dimanche matin, je décide de diversifier mon investissement, je vais mettre de l'argent dans des entreprises non cotées, donc pas présentes à la bourse, c'est bien ça dont vous nous parlez à l'instant, et vous allez grâce à ça faire contribuer ces entreprises dans leur économie du réel. Exactement, et c'est justement s'appuyer sur des professionnels de l'investissement qui le font depuis plusieurs dizaines d'années.
qui ont des méthodes éprouvées justement pour accompagner les entreprises dans la croissance, les faire progresser en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, et donc rendre aux investisseurs, donc les investisseurs, les particuliers qui investissent dans ces fonds, au bout d'une période de 8 à 10 ans, un capital plus évidemment des plus-values. Alors, en quoi c'est plus intéressant de faire ce type d'investissement que de faire de l'investissement en bourse, justement, puisque c'est un peu l'opposé de ce dont vous nous parliez il y a un instant? Alors, je ne sais pas si c'est plus intéressant, mais en tout cas, c'est un très bon outil de diversification, puisque quand on investit en bourse, on investit dans des grandes sociétés cotées, avec une volatilité importante aussi, on la voit tous les jours sur les marchés financiers. Là, vous investissez sur des entreprises de taille un petit peu plus petite, avec des potentiels de croissance qui sont très importants. Donc vous avez un rendement qui peut être potentiellement plus élevé. Mais il y a une contrepartie, c'est l'illiquidité, puisque quand on investit en capital investissement, on appelle ça aussi le capital patience, il faut rester en moyenne bloqué 8 à 10 ans. Donc c'est pas pour tous les investisseurs non plus. Alors justement, c'est pas pour tous les investisseurs non plus, vous venez de le dire, mais d'une façon générale, quel est le profil type, pour autant qu'il existe d'ailleurs, d'un investisseur qui peut aller sur ce capital investissement pour des entreprises traditionnelles? Alors ce qui est intéressant justement, c'est que c'est en train de changer très rapidement. Il y a encore quelques années, c'était vraiment réservé uniquement à des investisseurs très fortunés, donc des grandes fortunes, des capitaines d'industrie, des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprises qui avaient un montant d'épargne très important à placer. Depuis quelques années, c'est en train de changer très rapidement. Donc on peut y accéder maintenant à partir de quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros via des structures effectivement adaptées pour de la clientèle de particuliers. Et depuis encore plus récemment, depuis la loi Industrie verte et un certain nombre de réglementations européennes, on peut y accéder aussi via l'assurance vie française et via les plans d'épargne retraite. Et c'est notamment très adapté effectivement pour du financement à long terme. Alors, on va prendre un cas pratique. Je suis un investisseur qui peut être intéressé pour faire ce type de capital investissement. Quels sont les types de secteurs d'activité qui sont représentés dans les profil d'entreprise que vous allez me mettre en face de moi? Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait il y a tous les secteurs d'activité possibles. Il y a des fonds qui sont généralistes, donc qui vont investir dans tout type de secteur d'activité. Vous avez des fonds dits spécialisés, donc certains investissent par exemple dans le domaine de la santé, où il y a des besoins de financement très importants, mais une innovation aussi très importante. Évidemment, beaucoup de fonds investissent dans la technologie. On parle beaucoup d'IA notamment. Il y a beaucoup de fonds qui investissent dans ces domaines. Il y a des fonds aussi qui investissent dans l'industrie ou dans la souveraineté française et européenne. Donc voilà, donc vous pouvez choisir entre des fonds généralistes ou des fonds spécialistes en fonction de vos convictions et de vos intérêts aussi. Alors on entend souvent dire que le capital investissement ou le private equity donc peut être très rentable pour les investisseurs. En quoi il peut être très rentable? Comment on peut l'estimer? Parce que ça veut dire que ça serait donc du coup une forme d'investissement à privilégier dans son portefeuille. Alors, effectivement, ce qui est constaté historiquement, c'est que le rendement moyen d'un fonds de private equity est aux environs de 12 à 13% par an, ce qui est beaucoup plus élevé que sur les marchés actions cotés. Mais ça, c'est un rendement moyen. Donc, il y a des fonds qui font beaucoup mieux que ça et d'autres qui font beaucoup moins bien. Donc là, déjà, il faut être capable effectivement de sélectionner des bons gérants et donc de s'appuyer notamment sur des conseillers en gestion de patrimoine ou son banquier pour avoir accès à une bonne solution. Alors justement, vous me préparez ma question qui vient. Vers qui on doit se tourner quand on entend notre échange de ce matin? Si ça intéresse quelqu'un, il doit appeler donc son banquier ou son gestionnaire de patrimoine, c'est ça? Oui. Encore aujourd'hui. On ne fait pas tout seul? Alors on peut le faire tout seul. Maintenant, il y a effectivement certaines plateformes qui proposent du capital investissement en ligne sur des petits tickets. Alors après, on peut, si on est vraiment autonome, qu'on a envie d'apprendre aussi sur la finance, etc., on peut le faire tout seul. Néanmoins, moi je recommande quand même de s'appuyer sur son conseiller en gestion de patrimoine, sur son banquier, qui aura normalement accès à des gérants sérieux, voilà, pour diversifier son portefeuille. Donc on peut avoir accès évidemment à quelques centaines d'euros à certaines solutions en direct. Moi, je recommanderais quand même au moins de demander à son conseiller ce qu'il a à disposition. Oui, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'éducation financière, de pédagogie sur ces sujets-là. On essaye d'ailleurs au sein d'Oser Investir tous les dimanches matins d'en être un relais. Il y a quand même une nécessité quand même pour ces personnes, parce qu'on va quand même dans un monde un peu particulier, qui est quand même pas simple. Franchement, on peut y aller même avec les conseils d'un banquier sur ce sujet-là? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas forcément leur univers, à vos conseillers bancaires.
En fait, c'est pas si compliqué que ça, le capital investissement. Vous investissez dans des entreprises. Simplement, vous savez que ça va prendre du temps parce qu'il faut du temps pour les accompagner et les faire grandir. Donc, il faut pas regarder son portefeuille tous les jours. De toute façon, en private equity, un portefeuille est revalorisé éventuellement tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc, il n'y a pas cette urgence qu'on voit avec les marchés financiers où tous les jours, on se dit c'est la catastrophe ou alors c'est génial parce que ça remonte. Il faut laisser le temps aux gérants. Donc, c'est vraiment une épargne et un investissement de long terme. Donc, par exemple, adapté pour la retraite. Quand on a 10, 15 ans, 20 ans à attendre avant d'être en retraite, c'est très bien de mettre une partie en private equity. Pour terminer notre échange, rappelez-nous quand même le temps qu'il faut garder quand même ces valeurs. Alors, 8-10 ans, mais maintenant il y a des nouveaux fonds qui sortent, qui permettent de sortir un peu plus rapidement. Mais on va recommander quand même un horizon d'investissement de 5 à 8 ans, qui est le même que sur les marchés cotés, finalement, sur les actions. Merci Yann Scharer. Merci beaucoup et je rappelle justement que vous êtes le cofondateur et le directeur général d'Airfond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce dimanche matin. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. On ne termine pas ce dimanche matin sans les conseils des experts d'Oser Investir, mon cher Thomas. Et ce matin, nous sommes avec Bernard Cadot, qui est notre consultant en immobilier et ancien président du réseau d'agences immobilières Orpi. Et vous allez avec lui, Thomas, nous parler des propos tenus par Véronique Bédac, qu'on fait en effet énormément réagir. Elle était l'invitée de C'est à vous et c'est la PDG de Nexity. Oui, Maxime, parce que bon, Véronique Bédac, quand même, n'est pas n'importe qui. Elle dirige le premier promoteur français Nexity et à ce titre, elle est écoutée. Et d'ailleurs, elle se répand pas mal dans les médias pour porter sa parole. Récemment, dans ces fameux médias, comme vous l'avez rappelé, elle a affirmé « L'immobilier n'est pas rentable. Aucun agent immobilier ne vous conseille désormais d'acheter un bien pour le louer à un étudiant ou à une famille. » Alors, on est allé chercher le conseil de Bernard pour voir s'il partageait ce point de vue. Justement, Bernard, vous êtes face à nous dimanche matin. Est-ce que vous partagez le point de vue de Véronique Bédac ? C'est volontairement provocateur. Elle pousse le bouchon un peu loin sur la forme. Mais elle a raison sur le fond. Oui. Depuis plus de 30 ans, les politiques publiques ont méprisé le logement. La période d'instabilité politique que nous traversons n'apportera hélas aucun changement. Songez que depuis 2017, nous en sommes à 8 ministres du logement différents. Bon, alors quelles sont les causes de la situation qu'on vit ? De renoncement en renoncement, on a trop chargé la mule. Les politiques publiques font peser de trop nombreuses contraintes sur les bailleurs. Encadrement des loyers, autorisation de louer, rénovation énergétique, interdiction de louer. Le droit de propriété est réellement menacé. Et en conséquence, aujourd'hui, les étudiants et les jeunes ménages notamment rencontrent les pires difficultés à se loger. La pénurie de logements s'accroît, la construction s'effondre et de nombreux propriétaires sont en train d'arbitrer au profit d'autres actifs. Alors le diagnostic c'est bien, mais on va s'attacher à comprendre les recommandations qui sont les vôtres. Que préconisez-vous pour que cela évolue dans le bon sens, Bernard ? Il faut commencer, et c'est urgent, par changer le regard de la société sur les bailleurs privés qui sont trop souvent réduits à l'image de profiteurs. L'immobilier, c'est le seul actif qui peut être acquis par de la dette, donc profiter d'un effet de levier grâce au loyer perçu, et donc ouvert à des personnes de conditions modestes. Cet investissement s'apprécie sur le long terme. Il a donc besoin de stabilité dans un environnement réglementaire et législatif constant. Les bailleurs privés jouent un rôle économique et social de premier rang. Ils servent tout simplement à loger les gens. Il faut donc en urgence, d'une part, créer enfin un statut du bailleur privé et deuxièmement, soumettre les revenus fonciers à la flat tax de 30%. On ne peut s'accommoder de calculs de court terme. Il faut une vision, du courage, de la constance et de l'altruisme dans la décision publique. Est-ce que c'est trop demandé ? On verra ça avec le prochain ministre du Logement. Et en tout cas, grâce à vous, il aura sa feuille de route. Merci Bernard. Et merci à vous Thomas. On vous retrouve désormais donc tous les dimanches, juste après la matinale week-end. En ce dimanche, c'est le rendez-vous Oser entreprendre et Oser investir, justement, où on comprend l'argent et on comprend comment l'utiliser. À dimanche prochain, mon cher Thomas. À dimanche. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.